Bienvenue à cet entretien. Je reçois pour vous Fadel Kabou. Il est économiste. Il aura l'occasion lui-même de vous dire, parce qu'il a plusieurs casquettes, pour parler de la dette, voilà, des pays africains à la conférence de l'Afrique, de l'Union africaine sur la dette. Monsieur Kabou, bonjour. Bonjour. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un ouvrage dont vous êtes auteur. Je m'appelle Fadel Kabou, je suis un économiste tunisien, je suis enseignant universitaire à Denison University en Ohio aux États-Unis et je suis l'auteur du blog Global South Perspectives sur Substack. Ok, on aura l'occasion d'en parler, votre ouvrage, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est la dette en soi. Comment concevez-vous la dette des pays de l'Afrique en général? Alors en Afrique, la source de la dette externe, donc on dit bien dette en devise, donc ce n'est pas la dette interne du gouvernement, la dette en dollars, en euros, etc. Les sources de la dette, on peut les identifier très facilement. C'est le déficit alimentaire, donc on importe 80% des produits alimentaires en Afrique, alors qu'il y avait un siècle, on était l'un des plus grands exportateurs de produits alimentaires au monde. Deuxièmement, les déficits énergétiques. Et quand je dis déficit énergétique, j'inclus ici les exportateurs de pétrole comme le Nigeria par exemple. Le Nigeria, jusqu'à il y a quelques mois, importait presque 100% de ses besoins en essence. Et troisièmement, le déficit en valeur ajoutée. Donc l'industrie africaine produit une valeur ajoutée très faible. Donc ce qu'on importe a une valeur ajoutée très haute et ce qu'on exporte a une valeur ajoutée très faible. Donc c'est ça les sources de la dette. Okay. Ouais. Donc, quand on parle d'investissement productif en Afrique, il faut faire attention parce qu'il y a des investissements productifs qui font partie d'un système de piégeage en termes de dette. Justement, j'allais vous demander ce que vous pensez de l'investissement productif par la dette. Quelle est votre vision là-dessus? Donc, si on regarde les trois sources de la dette, et si on va investir dans des projets agricoles, dans des projets énergétiques, dans des projets industriels. Il faut faire attention parce qu'il y a des investissements en agriculture qui sont productifs, mais qui vont en fait détruire la souveraineté alimentaire en Afrique et qui vont augmenter la dette externe. Par exemple, le système agricole post-colonial qu'on a mis en place en Afrique est basé sur les exports des produits comme le café, le thé, le tabac et les fruits comme les cerises, comme les fraises et le pastèque, etc., les bananes, etc., etc. Donc c'est pas les produits agricoles qu'on en a besoin pour s'alimenter en Afrique. Ce sont les besoins complémentaires de l'Europe. Ce ne sont pas les besoins principaux de l'alimentation en Afrique. Donc si on investit dans ces projets, on garantit qu'on est en train de détruire la souveraineté alimentaire en Afrique. Si on investit dans des projets industriels qui vont augmenter la capacité de l'Afrique à produire des produits de valeur ajoutée très faible. Donc on importe les machines, on importe les sources d'énergie pour faire fonctionner les usines. On importe les produits intermédiaires pour l'assemblage et on importe même l'emballage. Donc on finit par produire une valeur ajoutée très faible pour l'export, alors que ce qu'on importe, c'est une valeur ajoutée très forte. Donc on devient un continent qui est bloqué au bas de l'échelle économique mondiale. Donc c'est un système de piégeage, ce n'est pas un système de développement. Même si ces investissements que je viens de décrire, au niveau individuel, au niveau microéconomique, ce sont des projets productifs, ce sont des projets profitables, mais ce sont des projets
indésirable au point de vue de développement, au point de vue de la dette de l'Afrique. Les États-Unis sont également lourdement endettés auprès de leurs partenaires chinois. Mais quelle comparaison faites-vous de l'investissement productif de l'Afrique et celui des États-Unis? C'est une très bonne question parce qu'il y a une grande différence entre la dette des États-Unis et la dette de l'Afrique. En fait, la dette du Japon est plus grande que la dette des États-Unis. Mais la dette japonaise, la dette nationale japonaise, est en yen japonais. Ce n'est pas une dette externe. Ce n'est pas une dette en monnaie étrangère. La dette américaine, c'est 100% en dollars américains. Il y a une grande différence. La dette africaine, la majorité de la dette, c'est une dette en devises externes. En dollars, en British pound, en euros. Donc c'est une monnaie étrangère qu'on ne peut pas produire au niveau national. Et en plus, quand on compare la capacité industrielle des États-Unis, la capacité industrielle du Japon, ce sont des pays qui produisent de la valeur ajoutée très forte. En fait, au niveau de production, les États-Unis ne produisent pas des produits réels, mais ils contrôlent la propriété intellectuelle. Donc c'est encore plus fort en matière de valeur ajoutée. Est-ce que vous voudriez dire que l'autonomisation économique ou la monnaie pourrait avoir un impact direct ou indirect sur l'endettement des pays? Absolument, et surtout quand on dirige l'investissement dans les secteurs de priorité. Parce qu'il n'y a pas aucun pays au monde qui peut fonctionner proprement sans avoir un système alimentaire, un système énergétique. C'est la fondation. Alors qu'en Afrique, on n'investit pas dans la souveraineté alimentaire, on n'investit pas dans la souveraineté énergétique. Et on se dit qu'il y a des problèmes de dette. Parce que chaque unité de riz, chaque unité de blé qu'on produit sur le continent, ça va économiser l'équivalent en devises qu'on va emprunter pour consommer le blé, consommer le riz et payer pendant une dizaine d'années au moins de l'intérêt sur cette dette externe. Et c'est seulement la consommation alimentaire. Donc chaque unité d'investissement dans les secteurs primaires, comme la production de riz, la production de blé, ça va nous faire sortir de la dette. Chaque unité d'énergie qu'on produit sur le continent, surtout l'énergie verte, ça va nous économiser l'équivalent en devises qu'on doit emprunter pour importer l'essence, pour importer les sources d'énergie fossiles et payer l'intérêt sur cette dette pendant parfois des dizaines d'années. Donc il faut savoir faire les priorités du continent en termes d'investissement dans le secteur agricole pour la souveraineté alimentaire et non pas la sécurité alimentaire, parce que la sécurité alimentaire, c'est un terme colonial dangereux. Pourquoi vous dites que c'est dangereux? C'est dangereux parce que la sécurité alimentaire, c'est un mot technique, c'est un terme technique qui veut dire qu'on va sécuriser l'accès aux calories de nutrition pour notre population. Alors on peut le faire par la production au niveau national, ce que nous ne faisons pas, ou bien par l'importation, ce qu'on fait de plus en plus, ou bien par l'emprunt de devises étrangères pour l'importer, et c'est la source du piégeage de la dette, ou bien pire, par la réception de dons de produits alimentaires. Alors, parce que notre système agricole,
On ne peut pas être en concurrence avec des produits alimentaires qui sont gratuits. Oui, tout à fait. Alors, comment expliquez-vous que les pays, pratiquement tous les pays de l'Afrique tombent dans ce piège, malgré qu'ils ont des économistes, des analystes et toutes sortes? Maintenant, on parle de décoloniser l'esprit africain, right? Decolonizing the mind. Parce qu'on est un continent au niveau économique. Nous sommes dans une architecture économique mondiale qui était conçue non pas par des Africains, mais par les forces coloniales pendant la période coloniale. La Banque mondiale, le FMI, c'était créé en 1944-45. La majorité de l'Afrique était des colonies. Même l'ONU était créée pendant la période coloniale. Donc l'architecture mondiale économique, c'est une architecture coloniale. Et l'objectif de l'architecture coloniale, ce n'était pas le développement, c'était l'extraction. C'est une hiérarchie économique bien spécifique, dans laquelle le rôle de l'Afrique, c'était de produire les matières premières pour l'Europe, c'est d'être les consommateurs de technologies et de produits industriels des pays du Nord. Et troisièmement, d'être le continent où on va nous laisser produire tout ce qui est technologie obsolète, d'assemblage, etc. Donc ces trois fonctions coloniales, on est en train de les répéter. Oui, j'allais justement rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que ce rôle ne pourrait pas permettre à l'Afrique de régler son problème de dette envers les grandes puissances, par exemple, si nous disposons de matières premières, nous disposons suffisamment de matières premières? Pas vraiment, parce que si on pouvait jouer le même rôle colonial et échapper le système de piégeage économique, on l'aurait fait depuis des dizaines d'années. En fait, le rôle économique colonial qui était imposé sur le continent, c'est un système de piégeage colonial. Il n'y a pas de escape route, comme on dit en anglais. Donc, comment échapper à ce système? Donc la solution, ce ne sera pas une solution qui sera délivrée par la Banque mondiale ou le FMI. Ce ne sera pas une solution qui sera délivrée par l'Union européenne. Il faut être très honnête. Donc ce sera une solution africaine. Donc, comment faire? L'industrialisation, ça ne se fait pas un pays par pays. Il faut des blocs économiques au niveau continental ou bien au niveau régional. Pourquoi? Parce qu'il y a un concept économique qu'on appelle les économies d'échelle. Donc, si on est un petit pays comme mon pays, la Tunisie ou le Togo, on ne peut pas s'industrialiser parce qu'on a un tout petit marché interne. Et on ne peut pas entrer en concurrence avec les forces mondiales tout de suite. Donc il faut un grand marché africain où on a collectivement la complémentarité des ressources et des capacités. Et un accès à un grand marché interne pour prendre l'avantage des économies d'échelle. Donc c'est la première fois, c'est la première chose que nos gouvernements doivent s'engager dans un programme de complémentarité industrielle avec une stratégie de prendre les matières premières africaines, ajouter de la valeur dans un grand marché africain et non pas exporter les produits en matières premières et ensuite on importe les produits finis. C'est le rôle colonial. Donc on ne va pas échapper à ce système de piégeage. Comment ajouter de la valeur à nos matières premières si les valeurs sont définies dès la base par les grandes puissances occidentales? Il y a une petite chose qui manque. On a la population la plus jeune au monde. On a les ressources
qu'on a besoin pour une révolution industrielle sur le continent. On a les économies d'échelle sur le continent. On est la taille de la Chine, de l'Inde, plus ou moins. Ce qui manque, c'est la technologie de produire des panneaux solaires, les technologies de produire les trains à grande vitesse, les technologies de produire tout ce qu'on en a besoin pour l'infrastructure de développement, non pas pour l'export. C'est pour ça que les grandes puissances ne veulent pas faire de transfert de technologie. Exactement. Donc, nos pays doivent, premièrement, préparer une politique industrielle jointe en Afrique et ensuite aller à un pays comme la Chine, par exemple. C'est le seul pays qui est prêt à faire des transferts technologiques et à avoir un accès au grand marché africain avec un pouvoir d'achat supérieur au pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui. Parce qu'avec le développement et l'industrialisation, on offre à la Chine le plus grand marché au monde. On est plus grand que l'Europe et les États-Unis comme marché africain. Mais aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir d'achat des États-Unis, le pouvoir d'achat de l'Europe. Mais avec une vraie politique de développement, on aura le plus gros marché avec le pouvoir d'achat que la Chine cherche. Donc il faut savoir comment se placer dans un nouveau système international et surtout prendre avantage de cette opportunité aujourd'hui de changement géopolitique et économique qui pourrait être en faveur de l'Afrique si on se débrouille. Si on se débrouille. Si on se débrouille. Il y a quelqu'un qui dit que la dette des pays africains provient plutôt des formations académiques que l'Afrique sert à ses jeunes ou à ses étudiants. Est-ce que vous êtes du même avis et quelle est votre opinion là-dessus? La formation académique et surtout économique, c'est une formation coloniale. Je suis économiste. J'ai étudié en Tunisie et s'il n'y avait pas la fête d'indépendance en Tunisie le 20 mars comme jour férié, mon éducation, le système d'enseignement ne m'a pas enseigné ce que le colonialisme a fait au niveau économique en Tunisie. C'est mon enseignement, c'est un enseignement colonial. Et c'est la même chose partout en Afrique. Justement, on dit que les étudiants africains apprennent plus à gérer la dette que de créer de la valeur. Ouais. Vous en pensez quoi? C'est ça, c'est un grand problème. Donc on doit décoloniser le système économique, on doit décoloniser l'enseignement, on doit décoloniser la culture. Parce que nos grands-parents, ceux qui se sont battus pour la libération de nos pays, ils ont fait leur part. Et maintenant, c'est cette génération qui doit se battre pour finir le job de décoloniser l'économie. Parce qu'aujourd'hui, on est des économies qui sont encore colonisées économiquement et financièrement. Il faut le reconnaître. Il faut se battre pour cette bataille de Monsieur Fadel Kabou, nous tendons vers la fin de notre interview, notre entretien. Que diriez-vous en termes de conseils ou d'orientation à ces pays qui sont représentés pour cette conférence? On est d'accord qu'on a besoin de transparence, de bonne gouvernance, de combattre les flux financiers illicites et tout ça. C'est très important. Mais il faut aussi être radical. Radical, non pas dans le sens politique, radical dans le sens littéraire. C'est-à-dire s'attaquer aux racines du problème. Les racines du problème, ce n'est pas la gouvernance. Les racines du problème, ce n'est pas les flux financiers illicites. Ce sont des vrais problèmes. Mais les racines, c'est les déficits alimentaires. C'est les déficits énergétiques. C'est les déficits de valeur ajoutée. C'est le système de piégeage colonial qu'on est en train de reproduire avec la coopération internationale.
la coopération internationale qui a créé le système colonial et qui a tout intérêt à reproduire le système colonial. Donc c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Fadel Kabou. Vous êtes économiste et vous résidez aux États-Unis. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ainsi s'achève cet entretien que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve tout de suite dans la suite des programmes de New World Economy.